Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Le Monde en français, le journal francophone mondial, place sans plus attendre à notre grand angle. Quel continent concentre 6 des 10 pays à plus forte croissance économique dans le monde? Réponse, l'Afrique. Un rapport de la Banque mondiale intitulé Doing Business, faire des affaires, a récemment salué la performance de pays tels que le Rwanda ou la Côte d'Ivoire, 2 pays francophones, performance en matière d'entrepreneuriat. Plus globalement, la planète économique voit en l'Afrique l'avenir des affaires. Cet afro-optimisme, si l'on peut dire, est-il fondé ou bien s'agit-il au contraire d'un excès, d'excessif, d'une caricature? Eh bien, 2 grands témoins avec nous pour en parler sur TV5 Monde. Pierre-Antoine Balu, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes consultant spécialiste de l'économie africaine et vous êtes associé au cabinet PricewaterhouseCoopers. Bienvenue à vous, bienvenue également à vous, Véronique Gamard. Vous êtes fondatrice de Ibaba Rwanda. Vous allez tout nous raconter. Vous allez nous raconter votre expérience, vos difficultés d'entrepreneuse en Afrique. Mais d'abord, je vous propose à tous les deux et à nos téléspectateurs de partir à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où, paraît-il, la reprise économique est en marche. Voyez ce reportage d'Angers Maniani. C'est la saison de commercialisation du cacao, principal produit agricole d'exportation de Côte d'Ivoire. Sur les 18 000 mètres carrés d'entrepôt de la société de transit et de consignation que Serge Mamboko dirige, l'activité gagne en intensité. L'exportation ivoirienne est en plein essor. L'exportation est vraiment repartie avec les produits principaux que nous connaissons en Côte d'Ivoire, que sont le cacao, le café, le cajou, l'EVA. Tous les produits que nous avions, tous les produits que la Côte d'Ivoire avait l'habitude d'exporter repartent. Portée par le bon vent de la relance économique, cette entreprise à capitaux ivoiriens sort maintenant la tête de l'eau. Dans un environnement hautement concurrentiel où les multinationales font la loi, le salut viendra alors d'un partenariat capable d'ouvrir les portes à l'international. Ces maisons-là peuvent nous permettre de nous ouvrir sur le monde, de pouvoir prouver à l'extérieur qu'il y a des expertises locales, que ces maisons à l'extérieur peuvent s'appuyer sur ces expertises locales pour elles aussi prendre pied en Côte d'Ivoire et espérer avoir des marchés importants. La relance économique ici, il y a ceux qui la ressentent et ceux pour qui, comme François, c'est encore un rêve alors que la croissance est de retour. Voici bien des années que cet imprimeur voudrait bien changer ces machines d'une autre époque, mais en vain. Pour nous, les petits, nous ne ressentons pas vraiment la relance économique, parce que c'est toujours nos difficultés. Difficultés pour avoir accès au crédit, difficultés pour... Aujourd'hui, nous voulons investir dans du matériel, mais les banques ne nous suivent pas. Ici, les banques ne prêtent qu'aux riches, et malgré tout, François s'accroche à l'espoir. J'ai foi en la Côte d'Ivoire, comme j'allais faire comme d'autres personnes. Sortir de la Côte d'Ivoire. Mais j'ai préféré rester parce que je me dis, la Côte d'Ivoire, il y a beaucoup à y gagner. En 2014, la Côte d'Ivoire vise un taux de croissance économique à 2 chiffres. Voilà pour ce reportage à Abidjan. Un 3e grand témoin du 64 minutes vient tout juste de nous rejoindre. Bienvenue à vous, Dominique Bwende. Vous avez fondé Quickdo. Vous nous direz tout sur vos activités en Afrique. Première question, Pierre-Antoine Balu. Après ce reportage, on voit que finalement cette reprise, elle existe, mais elle est un peu à double vitesse finalement. Est-ce que c'est une analyse que vous partagez ? Ce que je partage essentiellement par rapport à ce que j'ai vu du reportage, c'est vraiment l'optimisme des entrepreneurs. C'est-à-dire qu'on a interrogé à peu près 300 dirigeants africains récemment et ils sont à 80% très optimistes, notamment sur le long terme. C'est-à-dire qu'ils croient aux perspectives finalement du continent africain et à la dynamique qui est désormais enclenchée, puisqu'on parle maintenant du continent émergent. Effectivement, c'est Rising Africa, c'est l'Afrique qui émerge. Donc après, à 2 vitesses, je pense qu'il y a des enjeux et des difficultés. Et ce qu'on voit, c'est notamment l'accès au financement qui est un obstacle majeur pour les PME et qui est toujours un casse-tête finalement pour les entrepreneurs. Véronique Gamard, comment est née cette aventure, cette belle aventure qu'est Ibaba Rwanda ? Alors au début c'est un projet familial, c'est-à-dire que mon beau-frère est rwandais, donc c'est comme ça qu'on a connu le pays et puis en particulier ce petit village où il y avait une activité de broderie artisanale qui avait été créée dans les années 70 par des religieuses. Et donc on arrive comme un peu pour supporter un petit peu cette coopérative avec toute la structure de développement, de marketing et de design pour tous les produits en fait. Alors, vous arrivez au moment après le génocide de 94, puisque l'activité a cessé avec le génocide, c'est ça malheureusement, tout s'est arrêté en 94 et il y avait 300 brodeuses qui travaillaient dans l'atelier. Et
Et on a retrouvé à peu près 70 dans le village qui avaient quitté l'activité de la broderie et qui faisaient de l'agriculture. Donc on avait quand même découvert ce savoir-faire, mais qui n'était pas du tout exploité. Mais voilà. De la France à l'Afrique, le sentiment qu'on a souvent, c'est que c'est quand même un univers qui sépare les deux continents. Vous, comment vous avez franchi le cap finalement ? Qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à concrétiser ce projet, comme vous dites, familial, avec votre sœur et une cousine, il me semble ? C'est-à-dire que le Rwanda, c'est vrai qu'on n'y va pas par hasard. Nous, on a des attaches familiales par le mari de ma sœur. Après, en étudiant un petit peu le pays et les structures qui sont faites, ouvrir une entreprise au Rwanda, c'est très facile. Tout est facilité pour les entrepreneurs. Il y a on peut avoir un visa entrepreneur en 5 jours. Il y a des banques. Toute une structure est mise en place pour attirer les entrepreneurs. Donc il n'y a pas, même au niveau sécurité, il n'y a aucun problème. Donc c'est vrai que je suis pas allée là en me disant je vais voir, c'est une aventure. Je savais un petit peu où je mettais les pieds et le Rwanda effectivement est un pays assez idéal pour investir. Alors est-ce que vous la ressentez finalement, cette relance, ce frémissement économique sur le continent Oui, parce que j'ai connu le Rwanda en 2001 et là j'y suis retournée 10 ans après et il y a eu un bond incroyable, au niveau des routes, de l'électricité, du développement d'Internet qui est poussé par le gouvernement. Et qui booste l'activité. Qui booste l'activité et il y a de plus en plus d'investisseurs. À chaque fois que j'y vais, il y a un grand pas en avant. Autre entrepreneur dans votre 64 minutes. Aujourd'hui, Dominique Bwende, alors vous avez fondé QuickDo. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'activité de votre entreprise ? En fait, QuickDo, c'est une start-up qui développe et conçoit des écosystèmes numériques pour les pays du Sud. On est parti du constat que dans les pays du Sud, en fait, le numérique pouvait être transformé et créer de nouveaux marchés en se servant du téléphone portable pour développer ce que nous on appelle des écosystèmes. On a eu la chance de développer 2 services à ce jour, chacun hébergé dans un incubateur en Basse-Normandie et aujourd'hui à Bondinov, à l'IAD, où on développe une infrastructure de diffusion et de distribution de contenu numérique en Afrique. Alors quand vous entendez ça, vous êtes surpris ou pas de Jean-Pierre Ballut ? Parce qu'on présente souvent finalement l'Afrique, très longtemps, ça a été un continent qu'on voyait comme un producteur de matières premières spécialement. Les hautes technologies, ça part aussi ? Ça démarre ? Je pense que d'abord, il y a un constat, c'est qu'il y a une diversification des économies africaines. Donc certains pays sont plus en avance. Le Rwanda, que vous citiez, est un exemple aujourd'hui assez notable. Les bailleurs de fonds, d'ailleurs, le montrent en exemple comme un pays qui a réussi à se moderniser, suite effectivement à cette période douloureuse du génocide. Il y a eu beaucoup d'investissements sur les infrastructures et un climat des affaires qui a été très dynamique. Et donc aujourd'hui, on a une tendance de fond et les investisseurs ne s'y trompent pas, puisque vous avez aujourd'hui finalement les investissements qui ont été multipliés par 5 sur les 10 dernières années. Donc tous les investisseurs aujourd'hui internationaux regardent avec beaucoup d'attrait l'Afrique. Alors vous avez créé vous voulez réagir ? Allez-y. Oui, je veux réagir parce que nous sommes une start-up en fait, on développe et on conçoit nos services ici et on va vers les pays du Sud pour les commercialiser. Et aujourd'hui, la grosse difficulté qu'on a, c'est des véhicules de financement spécifiques. Parce que vous parlez d'investisseurs, pour qu'il y ait investisseurs, il faut qu'il y ait connaissance, il faut qu'il y ait compréhension. Or aujourd'hui, peu d'investisseurs, que ce soit les réseaux de business angels ou les fonds d'investissement, peu d'investisseurs croient en ce marché et investissent dans des start-up. Nous, par exemple, ça fait 6 mois qu'on est entré dans une phase de levée de fonds. On a des précommandes d'à peu près 700 000 €, mais on n'a pas trouvé de fonds d'investissement capable de nous suivre, et même d'investisseurs privés. La BPI joue son rôle, mais la BPI nous accompagne jusqu'à un certain niveau. La Banque publique d'investissement. Voilà, la Banque publique d'investissement. Et les fonds régionaux nous accompagnent. On a levé 200 000 €. On a 700 000 € de précommandes, mais on n'arrive pas à trouver des investisseurs qui nous suivent. On parle là bien de l'accès au financement, en fait, qui était l'obstacle majeur que je citais tout à l'heure. Et alors, effectivement, il y a des fonds aujourd'hui de private equity qui sont spécialisés sur l'Afrique, qui commencent à accompagner finalement des entreprises comme les vôtres. Mais il y a une prise de conscience collective. Et je pense que les banques, c'est un peu une question systémique. Les banques commencent à jouer leur rôle de plus en plus. Vous avez les donneurs, donc les bailleurs de fonds comme la Banque africaine de développement, ou la Banque mondiale, qui aussi finalement donne une impulsion. Voilà, donc il y a plusieurs acteurs aujourd'hui. Véronique Gamard, tout est parfait, on l'a compris au Rwanda, mais est-ce que vous ressentez tout de même parfois ces difficultés évoquées ici ?
Non, parce que nous, notre projet est beaucoup plus petit. Enfin, je veux dire, on n'a pas des investissements de somme énormes puisqu'on n'investit pas dans des machines, puisque nous, on travaille vraiment avec un savoir-faire manuel et voilà. Et il y a une dimension sociale dans votre projet? Ah ben c'est notre moteur en fait, parce que voilà, on a commencé avec 5 brodeuses, on est aujourd'hui à 22 brodeuses qui sont en coopérative. Il n'y a pas de rapport employé-employeur. Nous, on agit comme client et l'année prochaine, on devrait passer à 60 brodeuses. Donc, on est vraiment dans l'investissement dans l'humain, dans la formation pour la pérennité la pérennité du projet. Dominique Bouandé, concrètement, vous permettez finalement à des lecteurs francophones en Afrique d'avoir accès à des contenus littéraires, à des livres, c'est ça? Voilà, c'est ça. Nous, on a développé Quick the Book Box. En fait, on est parti du constat que le marché du livre numérique aujourd'hui est inexistant en Afrique. Et donc, on a développé une solution inédite, en fait, qui permet aux lecteurs, aux populations du Sud de manière générale, mais surtout même les populations rurales, d'avoir accès à des livres numériques via un système de bornes, une machine à café pour les livres numériques, installée dans des lieux de savoir, les universités, les bibliothèques, et qui viennent se plugger, télécharger les livres sur des liseuses et aller retourner avec une autonomie de 2 mois. C'est le projet qu'on a appelé Quick the Book Box et aujourd'hui qu'on est en train de développer. Vous avez été récompensé par Orange. Une dimension sociale aussi dans votre projet. On imagine qu'on se lance pas par hasard dans un tel projet. Oui. Tous les projets qu'on développe de manière, après avec les TIC c'est facile, mais tous les projets qu'on développe, tous les services qu'on lance ont un impact sociétal fort. Celui-là, c'est l'accès à la culture, accès à l'éducation, accès à la formation. Ce projet-là, Quick the Book Box, pour lequel j'ai obtenu le prix Orange de l'entrepreneur social d'Afrique 2013, c'est un projet qui a une dimension sociale et solidaire importante, mais aussi une dimension économique, parce que l'Afrique, comme on a vu, il y a un taux de croissance intéressant, il y a une population émergente prête à payer pour lire et pour se divertir, et c'est dommage que les éditeurs francophones n'y vont pas, pourtant c'est le premier continent francophone du monde, l'Afrique, et il y a des lecteurs qui sont prêts à payer pour ça. Alors, vous parlez de francophonie, bien entendu, on parle de l'Afrique comme s'il s'agissait d'un tout. Alors, c'est peut-être un tout, mais il y a aussi quand même une dimension linguistique, pays anglophone, pays francophone. Souvent, vous avez été primé, mais souvent dans les classements qui, justement, récompensent la performance économique, ce sont des anglophones qui le sont. C'est le cas notamment du magazine Forbes Afrique. Comment expliquez-vous, finalement, ce décalage entre la réussite d'un côté et les difficultés de l'autre ? Je pense qu'il y a un peu un effet de trompe-l'œil aussi, puisque je pense que les anglo-saxons sont certainement meilleurs pour pouvoir valoriser quelque part les réussites de l'avancée des différents pays. Donc ces classements, c'est Ease of Doing Business par exemple. Ils étudient quels sont les indicateurs et ils ont une approche très marketing pour pouvoir mettre en avant et donc je dirais augmenter finalement leur classement. Ce que d'ailleurs les francophones devraient faire. Donc c'est pas la seule raison quand même. Non, c'est pas la seule raison. Je pense qu'il y a eu aussi plus d'instabilité finalement en Afrique francophone sur les 10 dernières années ou sur les 20 dernières années. Instabilité politique. Et je crois que depuis 83, il y a eu 37 putschs sur l'Afrique francophone, c'est quand même beaucoup. Et il y en a eu donc 3 fois moins, je crois, en Afrique anglophone. Après, vous avez quand même en Afrique anglophone des économies qui sont, je dirais, tirées par tout ce qui est l'industrie pétrolière notamment, où vous avez une population assez importante. Vous avez le Ghana qui a atteint donc une certaine maturité en termes de gouvernance, et aujourd'hui vous avez finalement des élections qui ont donc se sont organisées 3-4 fois d'affilée avec une forme de stabilité finalement en termes de gouvernance qui rassure les investisseurs. Donc tout ça, ça contribue finalement aussi donc à un élan un peu anglo-saxon. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté notre invitation sur TV5 Monde. Dominique Bouandé, je rappelle que vous avez fondé QuickDo. Véronique Gamard, je rappelle que vous avez fondé, est-ce que je l'ai retenu? Ibaba Rwanda. Ça veut dire quoi, en fait, Ibaba? Ibaba, c'est une aile d'oiseau. Okay. Ça veut dire aile d'oiseau en Kinyarwanda. En Kinyarwanda. Eh ben, on le saura. Merci beaucoup à vous. Et puis merci à vous également, Pierre-Antoine Balu. Je rappelle que vous êtes consultant expert en économie africaine.